Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast qui s'avère être le premier. Voilà, donc si je dis on, c'est pas parce que je suis plusieurs dans ma tête, c'est parce que on est un duo en fait et on a décidé de créer ce petit podcast ensemble parce qu'on s'est dit que notre opinion était intéressante, voilà, à exprimer et qu'on se sentait tout à fait légitime en tant que jeune adulte de 19 et 20 ans à parler de films. Et en études de cinéma. Ah oui, mais ça c'est un vrai truc sérieux. Moi j'étais en mode un peu pas sérieux. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous propose qu'on se présente rapidement. Ouais. Est-ce que Martin, je peux te demander de te présenter en quelques mots ? Je commence. Bah, en quelques mots, je sais pas. Déjà ton prénom peut-être ? Bah du coup c'est Martin, le meilleur du duo, voilà. Exactement. J'ai 20 ans déjà. J'aime beaucoup, je sais pas, j'aime les oiseaux, la vie, Moi chanter. je propose, là ce qui intéresse les gens, ils sont un peu en mode podcast de cinéma. Je pense que ce qui les intéresse c'est ton film préféré. Ah, bah j'aime beaucoup Nosferatu. Moi je vais me présenter, du coup, moi c'est Juliette. Et j'ai décidé de faire ce podcast avec du coup Martin, comme vous l'aurez compris. Je suis aussi en études de cinéma. Par choix, bien sûr. C'est pas parce que c'était le seul disponible, je rigole. Donc j'ai décidé de faire ce podcast avec Martin. On va parler de cinéma parce que tout simplement on aime ça et que c'est ce qu'on étudie. Donc ça paraît un peu logique qu'on soit passionné par ça. Une anecdote sur moi, les profs m'appellent Charlotte. Je n'ai jamais compris pourquoi. Quand ils se trompent de prénom, tout le monde m'appelle Charlotte. Voilà. Comme ça, vous en savez un peu plus sur nous et on va pouvoir réellement commencer ce petit podcast. Je tiens à faire un petit trigger warning, comme on dit dans le milieu. Oui, je voulais dire c'est notre premier épisode, donc on va être un peu bizarre peut-être. Enfin, on a fait quand même des épisodes avant. Il a raison. Qui était un peu cata en vrai. C'est vrai. Donc on a décidé de censurer et puis on est au premier. C'est ça. Mais peut-être que si vous aimez beaucoup le podcast et que vous les réclamez, on les sortira pas. Voilà. Du coup, je voulais dire, on va essayer de faire notre maximum pour être des bons hôtes et autrices de podcast. Et je voulais quand même souligner notre investissement parce que on a extrêmement bien préparé ce podcast. On est très préparés, on a pris des notes. Ouais, on a préparé, on a carrément lancé une chasse à l'homme, comme je l'ai écrit, pour tenter une interview. C'était un échec, on va pas vous cacher. Mais du coup, là, c'est bien beau de parler, de se présenter, d'être un peu gêné. Mais je te propose d'introduire le sujet du jour. Oui, c'est quoi le sujet du jour ? C'est quoi ? Bah, c'est tout simplement... Non mais j'ai envie de dire, c'est tout simplement Wes Anderson, le réalisateur. Et réalisateur, je crois qu'il est que réalisateur. Il doit produire aussi un truc. Réalisateur texan. Exactement, il vient du Texas, qui le crut. Non, donc voilà, on s'est dit que pour commencer, on allait faire un épisode sur le réalisateur Wes Anderson. On pense pas du tout qu'on va faire que des épisodes focus sur des réalisateurs. Mais là, c'était un peu l'occasion parce qu'il y a son exposition qui est sortie à la Cinémathèque française. Et en tant du coup que fan de Wes Anderson, on s'est dit qu'on allait aller voir cette exposition et vous faire un petit compte rendu dans le podcast. Et en même temps, parler du coup... de sa cinématographie, un peu ce qu'on en pense, ce qui nous a touché chez lui, etc. Et on vous dira si ça vaut le coup d'aller à l'expo. Et oui, et restez bien jusqu'au bout. Donc du coup, pour débuter, je m'étais dit que ça serait sympa qu'on raconte comment on a découvert Wes Anderson et ce qui nous a plu au début chez lui, parce que peut-être ça a pu évoluer. Toi, Martin, quel est le premier film que tu as vu ? Moi, la première chose que j'ai rencontrée, c'est Fantastic Mr. Fox, le premier film que j'ai vu. Et j'étais enfant, et en fait, je savais même pas que c'était Wes Anderson, quoi. Oui, ok. Non, j'étais enfant. Et c'était un film d'animation, et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'avais un peu peur. Enfin, c'est un peu un... Non, mais c'est vrai que ça fait un peu peur. T'avais quel âge ? Mais je crois qu'on était jeunes, hein. Genre, j'avais 10 ans, 9 ans, je sais pas. Je sais pas, il est sorti quand, le film ? 2007. Oui, mais j'avais que 3... Enfin, je pense que mon père, il l'a acheté après, tu vois. Et du coup, est-ce que tu te souviens, est-ce que ça t'avait marqué ou pas du tout, t'as pas calculé et c'est après que tu l'as redécouvert ? Ouais, c'est plutôt après. Mais en vrai, j'avais beaucoup aimé quand j'étais enfant. Enfin, on le revoyait souvent avec mon frère. Okay. Mais c'est que après, ou quand j'avais vu The Grand Budapest Hotel avec mon frère, que là, j'avais fait le lien. Enfin, j'avais regardé ce qu'il avait fait d'autre et j'avais vu qu'il avait fait ça. Et je trouvais ça drôle. D'accord. Donc, je suis un peu redécouvert avec The Grand Budapest Hotel. Exactement. Ok. Qui est un peu la porte d'entrée. Enfin, c'est un peu le truc le plus accessible.
ce que j'allais dire, parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert Wes Anderson. J'ai dû le voir en seconde ou première, je pense. Et c'était honnêtement parce que Léna, ma fouf, Léna Situation, on avait parlé dans ses vlogs en fait, parce qu'elle aimait beaucoup ce film et tout. Influençable. Oui, vraiment. Et du coup, j'ai regardé ce film. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé direct, mais j'étais très... Enfin, je pense que je faisais moins attention à la partie comique, au ton un peu qu'il a dans ses films, etc. J'étais plus impressionnée un peu par l'esthétique, parce que justement, j'avais entendu dire que c'était ça qui était génial chez lui, etc. Ce qui est vrai. En fait, je disais que j'étais fan, mais j'avais juste vu Les Grands Budapest Hotel et The French Dispatch, quoi. Donc voilà un peu comme on a découvert Wes Anderson. Là, j'avoue que c'est la fin de ma trame. Je sais plus de quoi on va parler. C'est pas grave, on est en freestyle et vous êtes avec nous, on est avec vous. On est comme dans un café un peu et on discute. Un café. Martin, rebondis s'il te plaît. Non mais moi je vais dire quelque chose. Vous avez pas entendu, peut-être on a coupé, mais on a eu un énorme fou rire parce qu'on savait plus, c'est dur de faire un podcast les gars, on savait plus comment parler. Mais du coup, moi je pense qu'on va commencer par parler de l'esthétique. Est-ce que toi ça te touche ou pas? Parce que moi c'est le premier truc que j'ai remarqué chez lui, ce qui est logique. Ah bon? Et j'étais en mode, wow, c'est incroyable parce que je suis un peu une tarée de la déco et j'aime bien le graphisme et tout. Donc, oui, je suis d'accord. Bah, les décors c'est vraiment important dans ces films. Et les costumes aussi. Oui. Puis même la retouche et tout. Ah oui, tu veux dire, oui, l'esthétisme global, effectivement. L'étalonnage. Oui. Mais moi, c'est pas... ça me touche pas forcément. L'esthétisme? Ouais, je sais pas. C'est plus, moi, c'est plus les histoires et les histoires de personnes un peu banales, un peu. Okay. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est intéressant que... Moi, je trouve ces personnages sont rarement banals. Hein. Non, les personnages sont rarement banals, mais ce qu'ils vivent, oui, c'est un peu nul. Ouais, c'est vrai qu'il y a rarement des histoires de... En vrai, ça quand même. Bah, je pense à Rushmore, par exemple. Ouais, oui, lui, c'est... Bien. Bah, lui, c'est un personnage banal, pour le coup. Oui, mais ils sont toujours un peu décalés, je suis d'accord. Mais ils vivent une aventure comme ça, simple, quoi. En fait, je dirais pas qu'ils vivent forcément des trucs simples, parce que par exemple, dans le Grand Budapest Hotel, quand même, ils s'enfuient d'un truc et tout. Mais c'est qu'en fait, des fois, les choses très petites qui arrivent et les choses énormes sont un peu mises sur le même pied d'égalité, comment ils les traitent. Je sais pas si t'es d'accord. Du coup, ça peut donner un peu cet effet. Non, je suis d'accord. Et puis, les personnages sont toujours un peu... ils sont totalement décalés. Bah, bien sûr. Enfin, moi, c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est les personnages. Les personnages, ils arrivent à... Tu sais, c'est tout le temps des familles, j'ai l'impression. Non? Ouais, si, ça les devient un peu. Dans Moonrise Kingdom, il y a tellement de personnages, je me dis, en fait, il sait tellement bien gérer les personnages secondaires. Ouais, oui, c'est vrai qu'il est fort. Et même les personnages secondaires, ils ont tous un truc intéressant à dire, tu vois. Il y a certains films où vraiment, les personnages secondaires, ils servent que à mettre en valeur le personnage principal. Alors que là, la petite famille, les parents et tout. Ouais. Enfin, vraiment, ils ont tous un petit arc. En vrai, les frères, pas trop, mais... Les frères quoi? Les petits frères. Ouais, mais les petits frères. Ouais, c'est les petits frères. Mais il y a tellement de gens. Moi, il y a tellement d'acteurs à gérer. C'est vrai, j'ai trop aimé le chef des scouts. Genre, j'ai trouvé, lui, il était génial. Genre, il est trop drôle, il est trop touchant. Edward Norton qui joue. Il y a toujours un casting un peu assez ouf. Il reprend beaucoup les mêmes acteurs aussi. Genre Bill Murray, Owen Wilson. Qu'est-ce qu'on en pense de ça d'ailleurs? Parce que du coup, c'est toujours un peu les mêmes têtes qu'on voit dans Ouais, c'est vrai. Mais ça fait limite partie de sa patte. Du coup, tu vois l'acteur, tu reconnais le réalisateur presque. C'est vrai que Bill Murray, par exemple, il joue un peu tout le temps le même perso. Ouais. Enfin, dans La Vie aquatique, c'est aussi un gars un peu... il a tout le temps la même expression, enfin, il est tout le temps un peu triste et ça. Oui. Enfin, je pense qu'il l'écrit il écrit le rôle en pensant... Ah bah, c'est sûr. Il sait quel acteur il va choisir. Et je voulais dire aussi, ça n'a rien à voir, mais je trouve que des fois, plus tu vois le film, plus tu aimes. Genre, je sais que Grand Budapest Hotel, la première fois que je l'ai vu, je crois que je me suis un peu ennuyée. C'est horrible ce que je veux dire. Mais ensuite, quand je l'ai regardé une deuxième fois, je me suis moins ennuyée. Et je crois la dernière fois que je l'ai vu, bah j'avais trop aimé. Tu remarques plus de petits trucs et tout. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est l'inverse. Ah. C'est la vérité. En fait, j'ai vu la première fois tout seul. La deuxième fois, je l'ai montré à mon frère. Mon frère s'est endormi. Ah. Et donc, tu sais, quand ton frère il est endormi, t'es mal, tu vois. Parce que je voudrais le réveiller et lui dire non, regarde. Je le réveillerais trop. Est-ce que je peux parler vite fait d'une scène de Grand Budapest Hotel que j'ai marquée parce que je la trouve trop bien? C'est, tu vois, la scène où ils montent dans la montagne, là, tout en haut. Où il y a le téléphérique. Ouais, ça, les téléphériques. Déjà, moi, ça m'a de fou fait penser, tu sais, au film de Michael Powell.
Tu vois, le truc qu'on a vu là avec Emily. Ah, ok. Mais tu vois, genre ça fait la même vibe un peu. Black genre Narcissus. Ouais, exactement. Le truc en haut de la montagne et tout, ça m'a fait trop penser à ça. Et il y a surtout la scène ensuite où ils descendent en ski et genre c'était un full fond vert. Ah, oui, tu vois, en mode jeu vidéo. Et bref, j'ai jamais trop compris pourquoi il avait. Toujours en maquette et en. Mais en fait, on accepte, bizarrement. On accepte parce que c'est Wes Anderson, j'ai envie de dire. On accepte quoi? Bah, je sais pas, les petits moments un peu de folie, les petits moments un peu de maquette. Ah oui, oui. Oui, les petits moments où on sait que c'est pas vrai, tu vois. Bah oui, il a grave. Mais surtout là encore, ses premiers films pas trop. Mais là, les derniers qu'on a vus, les courts-métrages, il est en mode full artifice. Genre, comme dirait notre prof, autoréflexivité du film. Il est en mode, je vous raconte une histoire, et voilà. Moi, j'ai vu le court-métrage Netflix Preneur de rats. Ouais. Et il est trop bien. Ah ouais? Moi, j'ai bien aimé Preneur de rats. Bah, c'est un peu bizarre, hein. Est-ce qu'il y a vraiment une fin? La fin, c'est quoi déjà? C'est un peu glauque. Mais il bouffe le rat, non? Je sais plus. Non, mais ça, c'est glauque, il bouffe le rat. On spoil un peu, hein, désolé. Oui, il y aura des spoilers. Moi, je l'ai trouvé génial parce que, en fait, moi déjà, j'ai adoré que le preneur de rats, tu le vois dès la seconde 1, t'es en mode, c'est lui le rat en fait. Vraiment, il est oui, ok. Ensuite, t'as un moment une animation de rat, c'est génial. Enfin, je suis désolée, c'est trop drôle. Je sais pas, c'est juste l'histoire, elle est trop absurde. Et au début, t'es grave en mode, qui est-ce qu'il essaie de faire? Et le fait aussi que le narrateur, il dise tout. Il dit tout, les moindres actions. Ah oui. D'ailleurs, le motif du narrateur, du livre, ça revient un peu dans tous les films. Bah ouais. Mais surtout, ouais, je crois que c'est vraiment son truc qu'il a aimé, parce qu'il l'avait déjà au début, mais il le développe de plus en plus. Et genre, tu sais, il y a plusieurs narrateurs en plus. Enfin, oui. Vraiment. Parce que t'as Roald Dahl, t'as le narrateur à l'intérieur du livre, genre le jeu du livre. Et en plus, des fois, il fait partie de l'histoire, ce personnage. Enfin, c'était trop... C'est dur à suivre. Et souvent, les narrateurs font partie de l'histoire. Genre, dans Moonrise Kingdom, il y a un narrateur, tu sais, le gars qui dit les tempêtes et tout ça. Oui, c'est le capitaine. Bah, c'est le personnage du ça. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui joue le poissonnier, là? Enfin, pas le poissonnier du tout, le... Mais non, lui, il joue le père de famille. Ah, le père. Ok, mais c'est un autre acteur qui revient souvent, alors. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas. Et lui, il dit les choses qui vont arriver, il dit qu'il y aura une tempête, etc. Tout en faisant partie de l'histoire. C'est un peu bizarre, quand même. T'as raison, ouais. Ouais, c'est vrai, mais c'est assez... Je sais pas, moi, je crois que j'aime bien ce... Ah, c'est comme un livre. Bah, d'ailleurs, il y a beaucoup de ces films qui sont chapitrés. Genre, Grand Budapest Hotel. Non, c'est pas chapitré. Mais si, il y a toujours des parties 1, partie 2. Ouais, c'est vrai que c'est très... Rushmore, c'est les différents mois de l'année. Oui, c'est vrai. Avec le rideau, là, c'est super beau, ouais. Moi, j'avoue que, en vrai, moi, j'aime pas trop ça dans les films, normalement. Ouais, mais là, dans Wes Anderson... Dans Pauvre créature. Ah, je me souviens même plus. Mais je pense, par exemple, au film, là, sur Aznavour. C'était par chapitre? Ouais, ils faisaient des chapitres et ils écrivaient sur un livre et moi je trouvais ça vraiment trop lourd, tu vois. Ouais. Alors que là, ça fait vraiment partie du style. Du style, c'est ça. Et vu qu'en plus il y a ce narrateur, etc., c'est pas mal. Comme les actes un peu au théâtre. D'ailleurs, moi je voulais parler du théâtre parce que pour revenir au court-métrage Netflix, bah, c'est vraiment... On a l'impression que c'est du théâtre un peu filmé. Ah oui, c'est totalement ça. Genre... Il est en mode, là, c'est une prise. On dirait vraiment qu'il a filmé, tu vois, le théâtre dans Rushmore, genre sa pièce. On dirait vraiment c'est ça, mais il a mis la caméra. Il a voulu le faire, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais moi, t'as vu Venant ou pas? Non. Ah, moi j'ai trouvé que c'était le mieux de tous. Mince. Parce qu'il est vraiment... Je peux te raconter l'histoire de Venant. Ok, vas-y. En gros, c'est un petit gars, tranquille, il rentre chez lui. Je sais pas trop, il doit travailler pour un gars. Et là, il voit que le monsieur qui vit avec lui, enfin en fait je sais pas trop qui il est par rapport à ce monsieur, il est dans son lit et il bouge plus. Et il se dit, bah merde, il a un problème. Et en fait, le gars lui chuchote et il lui explique que ça fait 2 heures qu'il est là, qu'il bouge pas, il est allongé, parce qu'en fait il y a un serpent qui s'est glissé sous sa couette, mais qui est ultra venimeux. Et que du coup il a peur que s'il bouge, le serpent il le morde et il le tue. Et du coup, c'est grave la panique, etc. Parce qu'ils veulent enlever le serpent à tout prix de son ventre. Et ils sont ultra angoissés, mais en même temps, ils bougent pas. Donc c'est vraiment super drôle. Et en fait, genre, au début, t'es limite angoissé avec eux. Sauf que ça devient tellement absurde qu'ensuite, tu rigoles, quoi. Parce que ça n'a pas de sens. Genre, un serpent... Bref, j'espère que je vous ai bien teasé le film. Bah, t'as tout dit. Bah non, j'ai pas dit la chute. Okay. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Bah, bien sûr, il faut qu'ils enlèvent le serpent de son ventre. Attention. Court-métrage... adapté des nouvelles de Roald Dahl. Ouais. Comme d'ailleurs le film d'animation
Fantastic Mr. Fox. Ah ouais, ok. Et, t'as lu ou pas les trucs de Roald Dahl? Non. Enfin, j'ai lu Charlie la chocolaterie quand j'étais petit. Mais c'est... Enfin, Wes Anderson, il disait que c'était un peu... Enfin, Roald Dahl, il avait écrit tellement d'histoires. Et tu sais, il écrivait sans cesse. Et il y avait tellement de trucs à raconter. Et c'est un peu son style, genre... C'est un peu un style... je sais pas comment dire. L'humour, il est un peu spécial. Il a bien trouvé son... Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, Roald Dahl, c'est... Moi, je sais que j'aime pas trop. Mais il est grave... Enfin... Ça va être très comique, mais en même temps, il va être super trash. Exactement comme Wes Anderson. Ouais, ça fait peur. Genre, je sais que moi, Mathilda, ça m'a traumatisée parce qu'il décrit qu'en gros, une institutrice, elle a une boîte où elle enferme les enfants avec des pics qui sortent et tout. Et c'est genre quand même super cru. Et j'avais un livre audio même. Ah non, mais c'est horrible. Mais en vrai, Wes Anderson, des fois, il fait des dingueries aussi. Hein. Genre, par exemple, dans Grand Budapest Hotel, il balance le chat par la fenêtre. Enfin, c'est... Et le chien meurt dans Moonrise Kingdom. Ouais, c'est super trash. Mais même dans... Aucune pitié pour les animaux. La famille... Attendez, j'arrive jamais à prononcer. Tannenbaum. La famille Tannenbaum, ils font mourir un chien aussi dans... Non. Ouais, mais là, tu vois moins quand même. C'est moins hard. Moi, j'avais... Ah oui, je voulais dire une petite anecdote à propos des courts-métrages. Dans l'exposition que nous sommes allés voir, j'ai lu qu'apparemment, quand tu vois le narrateur, tu vois dans sa petite maison, apparemment, c'est exactement la cabane comment était celle de Roald Dahl. Ah oui. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette anecdote. J'en ai peut-être besoin. Super. Non, mais... non, mais là, on parlait d'animaux. On parlait de chiens. Il y a un film qu'on n'a pas évoqué encore. Ah, c'est vrai. Bonne transition. Je tente des transitions. T'es trop fort. Non, mais L'île aux chiens, deuxième film d'animation de Wes Anderson, sorti en 2018. Ouais. Ouais, c'est vraiment au cœur des chiens. Qu'est-ce que t'en dis, Juliette? Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que j'en dis de L'île aux chiens? Moi, j'avoue que... Mais je vais pas dire que j'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé, les gars. Allez le voir. En vrai, oui, moi, en fait, j'ai trop aimé les personnages de chiens, parce qu'ils sont trop mignons. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce qu'il les fait... On s'identifie grave aux chiens, genre il les rend super humains, mais en même temps, ils ont grave des comportements et des mimiques de chiens et des réflexes de chiens, c'est genre super drôle. Et j'ai beaucoup aimé le fait que on comprenne pas les humains en fait. Oui. Par contre, j'ai pas tout compris pourquoi il y avait une humain qu'on comprenait. Ouais. Mais il y a la traductrice qui traduit tout. Mais la traductrice, mais du coup, elle traduit en chien, enfin ça n'a pas de sens. Non, mais elle traduit dans notre langue. Tout est traduit dans notre langue en fait. Ouais, mais nous on parle la langue des chiens du coup. Ouais, voilà des débats de qualité. Ça, je sais pas, qu'est-ce qui... Non, mais moi, j'ai vraiment... Enfin, j'ai bien accroché. Ouais. Et l'humour aussi, enfin, tu sais, le running gag du gars qui a une rumeur. Ah oui, enfin, on ne sait pas d'où ça tire. C'est trop... Et ça arrive de nulle part. Non, c'est super drôle. Et encore ce truc d'un peu trash, un peu, tu sais... Quand le petit humain... En fait, c'est un humain qui a perdu son chien et il va essayer de le secourir sur l'île aux chiens. Ouais, parce que les chiens t'ont envoyé là-bas parce que... pensait qu'ils avaient une maladie, etc. En plus, un peu, le maire, c'est un peu un dictateur. C'est totalement il va déporter des gens. Oh, je suis désolée. D'ailleurs, moi, je voulais dire que j'ai trouvé que la fin était un peu brutale. Oui. Le dictateur, il est dictateur tout le long, et puis d'un coup, il se dit « Oh, bah, en fait, c'est pas bien d'être dictateur, et les chiens, c'est nos amis, finalement, je vais écouter ma pupille. » Ouais, mais c'est son fils qui l'a... Enfin, son fils adoptif. Qui lui a fait changer d'avis. Ouais, mais je trouve que c'est un peu rapide. Ouais, mais il est quand même emprisonné. Hein. Bon, après, son fils devient dictateur après. Oui, ça c'est très drôle. C'est un dictateur pour un autre. Mais il y a des chiens. Et les chats sont enfermés. Ouais, du coup, c'était inversé. Ouais, j'ai enlevé une demi-étoile sur Letterboxd parce que j'en ai marre que les chats, on les prenne pour des connards. Je suis désolée, un chat, c'est gentil. On n'est pas obligé de faire chat versus chien. On peut faire un film sur les chiens tout en aimant les chats. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était pour mettre un peu de tension. Mais c'est comme moi, le perso féminin, j'ai pas compris à quoi il servait, je suis désolée. Ah, Mugnet? Ouais. Je suis d'accord, il sert à rien. Enfin, on la voit 2 minutes dans le film. On peut ouvrir peut-être un petit sujet sur les personnages féminins chez Wes Anderson. Aïe. En vrai, ça va. Ah, ça va de fou. C'est juste que c'est jamais ses personnages principaux, quoi. Non. Parce que c'est pas ce qu'il veut raconter. Non. Mais elles sont... Qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'en fait, il raconte un peu tout le temps la même chose, non? Bah, pour moi, souvent... Après, il n'y a pas... Je parlerai de la famille Tannenbaum après. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Mais c'est vrai que, comme on discutait la dernière fois, c'est toujours un peu un petit gars perdu qui vit fait son alter ego.
qui est un peu genre anti-héros et en marge, on va dire. Il est un peu paumé. Enfin, pas paumé, mais différent, quoi. Il fuit, il fuit le monde. Et il va grandir, quoi, c'est ça, il va devenir un adulte. Découvrir les choses, en vrai. En fait, bah oui, mais dans, il y a souvent ce Moonrise personnage-là Kingdom, les adultes, ils sont vus vraiment comme des incapables. Ouais, c'est vrai. Enfin, les adultes sont débiles. Oui, mais dans Moonrise Kingdom, c'est carrément un teen movie. Il passe de l'enfance un peu à l'adolescence, quoi. Oui, mais les adultes, enfin, t'as pas envie de devenir des adultes. Enfin, tu sais ce que je veux dire. T'as vu la réaction des parents, enfin, ils sont débiles. Comme quoi leur réaction? Donne un exemple. Bah, tu sais, à un moment, ils se disputent comme ça, genre. Il faut que... c'est fou, je me sens plus Mais Edward Norton, il perd tous, le personnage du chef des scouts, il perd tous ses enfants. Enfin, c'est un incapable. Oui, c'est vrai que ça, il est. Non, c'est vrai que. Moi, j'ai adoré par contre qu'on nous fasse croire qu'un gosse de 12 ans arrive à construire une tente sur pilotis en approximativement 30 minutes. Et le moment, tu sais, où il découvre un autre camp scout et c'est totalement la dictature, tu sais, c'est un truc à l'armée, c'est super drôle. Et elle, par contre, lui, il a pris plein de trucs utiles, elle prend des livres. Oui. Attention. Et elle porte sa valise comme s'il n'y avait rien dedans, alors qu'elle a 70 bouquins, un lecteur de livres. Mais elle adore lire. Ouais, elle adore lire. Puis elle est très... Ouais, tu vois, encore toujours une petite robe du dimanche. Encore le motif du livre qui revient. Enfin, il revient un peu tout le temps. Et d'ailleurs, si vous voulez une petite anecdote de l'exposition, les couvertures des livres ne sont pas des vrais livres, mais il a demandé à un illustrateur de faire la couverture pour chacun des livres. Et apparemment, il aurait même écrit le début des histoires. Ah ouais. Bah oui, pour qu'elle les lise, non. Et d'ailleurs, les couvertures sont dans le générique, quoi. Voilà. Mais du coup, je peux vite faire reparler des personnages féminins. Moi, je dirais qu'en vrai, ces personnages féminins, ils sont bien parce qu'ils se... Enfin, tu vois, ils ont du caractère, elles sont pas que... elles ont une vie extérieure aux hommes, etc. Même si la plupart de leurs rôles restent reliés aux hommes, elles sont soit genre copines ou mères ou épouses ou je sais pas trop quoi. Et oui, en vrai, ça reste des personnages secondaires, mais comme je disais, les personnages secondaires, enfin, c'est bien géré, quoi. Oui, il reste... Enfin, il y en a beaucoup. Je pense au nombre incalculable de personnages dans Budapest Hotel ou dans Moonrise Kingdom. Ouais, non, je suis d'accord. Ou même dans The French Dispatch. On n'en a pas encore parlé. French Dispatch. Aïe. Non, mais moi, j'ai pas apprécié beaucoup. Ouais. Faut aussi dire que j'ai regardé sur mon téléphone, donc ça gâche l'expérience. Mais c'était 4 histoires, c'est ça? Ouais. 4 Je m'en sens que de 3. Il y a Léa Seydoux, à un moment, qui est gardienne de prison. Ouais, il y a elle avec le peintre. Il y a une avec un repas. Je me souviens juste d'assiettes. Et à un moment, ça fige comme ça, non? Je me souviens plus. Et je me souviens de celle avec Timothée Chalamet, du coup. En mai 68. Bon, comme vous voyez, on est bien préparés, donc vous nous direz s'il y a 4 ou 3 histoires dans The French Dispatch. Et du coup, t'allais dire... Non, mais je l'ai vu il y a longtemps. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que j'avais pas accroché. On n'a pas encore parlé du style en mode le style symétrique, les travelling un peu à gauche, à droite. Ouais. Mais dans The French Dispatch, c'est un peu too much, non? Je sais pas, j'ai pas vu Asteroid City, mais au bout d'un moment, enfin, tu vois ce que je veux dire? Si on voulait faire une caricature de Wes Anderson, on ferait ses films. On ferait ça. On pourrait pas faire autre chose. Ok. Tu vois? Mais après, il a trouvé son style. En vrai, moi je suis assez d'accord. Je trouve que The French Dispatch, l'univers il est super avec la France et tout. Enfin, c'était trop bien parti. Mais ça manque de contenu, je trouve. En fait, c'est juste des micro-histoires qui s'enchaînent. Elles ont pas trop de lien les unes avec les autres. Regarde, j'ai Elles oublié. sont pas si intéressantes et touchantes. Voilà, on a tout oublié. Et en fait, il manque d'un vrai scénario ou histoire comme il y avait dans ses plus anciens films, tu vois. Je trouve, personnellement. Ouais. The French Dispatch. Est-ce que je peux lancer une petite blague? Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est un peu ennuyé alors que la ville de l'histoire s'appelle Ennui sur Blasé? Non, mais t'es pas obligé t'es pas obligé d'écrire. Ok. T'avais préparé la blague ou pas? Ça la rend encore plus ridicule. Et non, je voulais dire, un plan qui m'avait marqué dans le film, c'est le plan de la maison. Tu vois, il y a un plan où il passe, il y a un plan pour vous dire où il y a une maison. On voit le personnage qui passe dans la maison et on le voit à différentes fenêtres, monter les escaliers, etc. Mais c'est Aline, non? C'est là où il y a la musique d'Aline? Je sais plus, je me sens juste désolée. Et oui, et en fait, ce plan a été inspiré de Jacques Tati. Voilà. Je voulais le placer ici. C'est le personnage... je me souviens de l'autre histoire. C'est un personnage
qu'il est à vélo et... Mais ça, c'est pas le gars le narrateur, justement. Je crois que ça, c'est le narrateur qui explique, parce que la base, c'est que c'est incompréhensible. Le rédacteur... En fait, le The French Dispatch, c'est un magazine que des Américains ont implanté dans le village Orny-sur-Blasé, et le rédacteur en chef meurt. Du coup, lui, il raconte ça. Et en fait, le début, c'est le bureau d'écriture, un peu. Ils sont en crise, parce que du coup, le gars est mort. Et du coup, ils vont sortir les 3 best histoires un peu pour le dernier numéro. Parce que voilà. Et du coup, c'est les histoires qui sont racontées. Du coup, dans mes souvenirs, je crois que le gars en vélo, c'est un peu le narrateur qui nous amène dans l'histoire. Mais peut-être, je dis n'importe quoi. Et The French Dispatch, la France. Parce que Wes Anderson, il aime beaucoup la France. Il aime trop la France. Il n'y a que la France partout dans ces... Non, mais les chansons françaises. Non, The Jarjoning. Alors, je sais pas prononcer. The Jarjoning Limited, à la fin, dans le générique, il y a Jodassin qui chante les Champs-Élysées. Ah ouais? Mais aux Champs-Élysées, genre, ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Et dans Moonrise Kingdom, il y a les Françoise Hardy qui chantent. Bien sûr. Enfin, il n'y a pas que les chansons. Il y a Aline... Oui, aussi. Puis il y a plein de petits mots français. Des Monsieur Gustave, je crois que ça doit être Monsieur Gustave aussi en anglais. Ça doit pas être Mister, je pense. Et puis, il joue avec des acteurs français. Enfin, il travaille avec des acteurs français aussi, pas mal. Bah, Léa Seydoux. Je sais plus comment elle s'appelle, l'autre actrice. Je sais plus. Celle qui joue Juliette. Mais en tout cas, moi j'ai regardé les films d'animation. Bah, écoute, quand j'étais petit, je regardais en VF. Ouais. Et apparemment, du coup, c'est lui qui choisit les personnages de VF. Enfin, c'est carrément... C'est Wes Anderson. Ouais. Trop drôle. C'est Wes Anderson qui fait un peu le casting des gens. Et du coup, je sais qu'il y a aussi Léa Seydoux qui revient dans L'Île aux Chiens. J'ai entendu. Il y a plein de gens comme ça. Bah, il habite en France. Oui, il habite à Paris. Hein. D'ailleurs, on a tenté on raconte la petite anecdote. Donc du coup, dimanche, on est allé à l'exposition. D'ailleurs, on va peut-être faire un retour quand même sur l'exposition, juste après l'anecdote. Oui. Donc on va à l'exposition, sauf qu'en même temps, à 15h, Wes Anderson... Bah raconte en vrai, c'est toi qui avais l'info. Non mais à 15h, il y avait une projection de Fantastic Mr. Fox où il présente le cinéma juste avant. Et donc on s'est dit, on va essayer de le capter à la sortie ou à l'entrée. Ouais. Et est-ce que ça a marché ? On voulait lui poser des petites questions, en fait, l'interviewer. On avait prévu nos... Prévu. C'est un grand mot. Mais... Moi, j'étais inspirée. On avait tout prévu, mais on l'a pas vu. Ouais. Alors, moi, j'ai eu un peu d'espoir, parce que vraiment, Émilie, donc c'est notre amie qui était avec nous, à un moment, elle nous dit, il y a un taxi, les gars. Et il y avait un taxi qui arrivait devant la cinémathèque, avec une vitre teintée et tout. Du coup, moi, je m'approche du taxi, j'essaie de regarder, et il y avait personne dans le taxi. De toute façon, on aurait fait quoi ? On aurait tapé au vide du taxi. Des illusions. Et surtout que notre micro, c'est un téléphone. Mais on avait la passion, en fait. C'est vrai. Tu vois ? Et puis, ça fait toujours plaisir que des gens s'intéressent à ce que tu fais. Mais bon, le nombre de gens qu'il y a dans l'expo, il y avait beaucoup de monde. Je peux dire, il y a quand même beaucoup d'intérêt. Est-ce que là, on fait un petit retour expo ou on enchaîne sur un autre film ? Petit retour expo ? Non, mais vas-y, fais le retour expo. Ok. Alors, je vais aller sur ma petite page exposition. Parce que j'ai un peu pris des notes. Voilà. Aïe, professionnel. Je voulais dire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'exposition. Mais de base, je suis un peu le public, donc c'est normal. Donc, elle va retracer en fait son évolution de Bottle Rocket, donc son premier long métrage. Qui était... Court-métrage. Alors, pour moi, de ce que j'ai compris, c'était un court-métrage en noir et blanc qui ensuite ils ont fait en long métrage. Bref, donc de Bottle Rocket à Asteroid City, et du coup, les courts-métrages qu'il a fait, la signe sur Netflix. Et du coup, je voulais dire, en fait, on n'apprend pas trop sur sa vie personnelle à lui. En fait, je trouve que ce qui est bien, c'est que vraiment, ça met en lumière plein de gens avec qui il a travaillé. Ouais. T'as accès à plein de décors, de costumes, d'éléments graphiques et tout du film. Ça, c'est génial, parce qu'il a l'air de tout garder. Genre, je pense vraiment, il a une boîte à souvenirs de folie, ce gars. Tous ses carnets, enfin, on voit que on voit plein de photos, de carnets, etc. C'est trop bien. De storyboard aussi. Vraiment. Ah, les storyboards, ça c'était vraiment bien. J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus en vrai. Et j'ai même trouvé que les panneaux, ils étaient bien complets, tu vois. T'apprenais vraiment des trucs, même si t'étais déjà renseigné sur les films, etc. Et ils faisaient des bonnes analyses des films. J'ai bien aimé. Par contre, j'aurais trop aimé en apprendre plus sur sa vie. Et un peu, enfin, je sais que celle sur James Cameron, on comprenait plus pourquoi il créait ses univers, comment il les imaginait, comment ça lui venait, etc. Alors que là, on n'a pas trop accès à son processus de création, pourquoi il a des univers aussi loufoques, etc. Qu'est-ce qu'il a vraiment inspiré. On nous parle juste d'un photographe au début, je sais plus son nom et des réalisateurs français. Ouais, mais... Parce qu'il y a Louis Malle, il avait écrit. Ok, je me souviens pas de ça. Voilà. Et
Ouais, plus de ses inspirations, de son processus créatif. Il y avait un peu moins ça. Il y avait plus des trucs un peu finis, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé en vrai qu'on parle... Enfin, par exemple, sa costumière, ils en ont pas mal parlé. Milena Canonero. J'espère que j'ai bien prononcé. Du coup, je trouvais ça cool. Et sinon, il y a plein d'objets, de marionnettes, etc. Enfin, c'est vraiment super. Oui. De tout ce qui a été utilisé pour les stop motion, parce que les films d'animation sont en stop motion. Donc, il y a tout ça qui est explosé. Il y a les renards, les chiens, les animaux, quoi. Et un petit making-of en réalité virtuelle qu'on n'a pas vu. Ah ouais? Ah oui. D'ailleurs, c'est tout le temps les animaux contre les humains. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, il aime pas forcément les humains. Non, mais je sais pas. Moi, j'adore le fait qu'il fait vraiment des films, j'allais dire normaux, mais on va me tuer, enfin des films, pas d'animation quoi, mais que dès qu'il met des animaux, ça devient animation. Ah oui. C'est trop bien, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est comme si pour lui, c'était le seul, il refusait de faire un peu de la... Mais comme le rat dans le preneur de rat. Oui, c'est ça, il le fout en... Vu que c'est un animal, il le met en animation. Mais parce que tu peux faire plein de choses aussi. Ouais. Enfin, t'as plein de possibilités. Et puis... Ouais, il a un peu vieille école, je pense. Tu vois, il veut pas faire des animaux comme Disney. Pellicule. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'expo? Moi, j'ai bien aimé. Au moins, t'es plongé dans l'expérience. Ouais, non, mais j'ai pas trop de choses à dire parce que... Enfin, j'ai lu les panneaux et tout, mais je sais pas trop. C'était dans le truc, quoi. Ouais. Il y avait des bouts d'extraits de films. C'était un peu aléatoire, les extraits. Oh, ouais. Je trouvais qu'il y avait pas trop de contexte. Enfin, si t'avais pas vu le film. Je trouve que c'est bien quand même si tu vas de déjà bien connaître Wes Anderson. Parce que ce qui est cool, c'est d'avoir les rêves des films, en fait. Il y a le tableau à la pomme qui est exposé. Il y a le tableau à la pomme. Franchement, ça vaut les 11 € que j'ai mis dans cette expo. Et oui, si vous allez à la Cinémathèque, récupérez les petits dépliants Cinémathèque parce que vous avez un poster avec Mr. Fox. Bah oui, c'est pour ça qu'on les a récupérés. T'as un petit poster quand tu déplies le dépliant. J'avais pas vu. Ok. L'enfant à la pomme. D'ailleurs, la peinture, ça revient assez souvent quand même. Chez lui? Ouais, dans ses films. Par exemple, dans Moonrise Kingdom, le petit enfant, il peint à chaque fois des peintures. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça qu'on apprend le titre. Et puis, je pense, dans The French Dispatch, il y a aussi un peintre. Il y a des tableaux horribles dans la famille Tenenbaum. Genre, tu sais, on en a vu un à l'expo. Ils sont vraiment... Enfin, ils sont pas horribles, mais ils font peur. De toute façon, il y a tous les arts. Non, mais très bonne expo, et puis je conseille. Mais je dis ça avec peu d'entrain. Martin vous a conseillé, écoutez. Très belle affiche. Moi, je propose que là, soit on parle de Rushmore, soit tu me dis c'est quoi ton préféré de ces films, sauf si tu leur en as déjà parlé, et on en parle. Moi, alors, je vais dire mon préféré, mais pas... Du coup, je choisis ta deuxième option. Non, mais moi, c'est fantastique Mr. Fox, mais c'est parce que je l'ai vu enfant, et tu vois, je suis rattaché à un souvenir. Okay. Mais en étant objectif, moi, bizarrement, c'est pas The Grand Budapest Hotel. Ouais. Parce que mon frère, il s'est endormi devant, ça m'a un peu stressé. Mais c'est Moonrise Kingdom, bizarrement. Ah ouais? Ouais. Okay. Parce que j'ai bien aimé cette idée de fugue des deux enfants. Ouais. Qui fuient un peu ce monde des adultes, trop débile pour eux. Je sais pas, ils ont l'air d'être plus intelligents. C'est même pas qu'il est trop sérieux, c'est que oui, il est trop débile pour eux. Et d'ailleurs, dans le générique, comment on appelle ça? Le tout début de Moonrise Kingdom, eh bien, on voit les trois enfants, ces trois frères, ils ont une table séparée des parents. Donc, dès le début, on voit là, un peu la séparation entre les deux. Ouais, ok. C'est montré, regarde, elle les appelle avec un mégaphone et tout ça. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai trop aimé dans ce film, mais en vrai, ça rejoint un peu le ton général de Wes Anderson. Mais c'est que je trouve... oui, du coup, il y a ce truc très critique du monde des adultes, etc. Mais en même temps, en fait, je sais pas... Genre, il y a des trucs super crus et des réalisations qu'ils ont, un peu de la vie, etc. Mais en même temps, genre, le monde... Ils vivent un peu dans un monde des bisounours. Je sais pas quoi. Ouais, c'est genre tout beau, ils arrivent à construire des tentes et tout. D'ailleurs, c'est à chaque fois dans tous les films, c'est des mondes imaginés. C'est des mondes imaginaires. Ouais. Même... Il y a toujours ce côté un peu bulle et tout rose, mais en même temps, c'est super trash, horrible et... D'ailleurs, à chaque fois, c'est dans des lieux... The Grand Budapest Hotel... Oula, je parle beaucoup trop vite. C'est Zubrowska, c'est ça? Le nom de... Ouais, non? Je sais pas, du pays, c'est ça? Ouais. Ça doit être un truc comme ça. Et ça se passe un peu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas... c'est toujours dans une espèce de bulle. Il adore un peu ces petits mondes fantastiques. Pas fantastiques, mais... Parce que d'un côté, tu pourrais dire le monde est tout rose et tout, mais il y a un peu des
nazis presque à côté qui les traquent, etc. Et dans Moonrise Kingdom, c'est vraiment l'apocalypse, enfin à la fin. D'ailleurs, il joue la scène de l'Arche de Noé. Et puis le gars, il nous avait déjà dit qu'il allait avoir une tempête un peu. Et ils sont tous sur un bateau, donc ça fait un peu Arche de Noé. Enfin, ils se retrouvent tous dans l'église. Voilà. Non, c'est clair. Non, mais c'est... Ok, donc Moonrise Kingdom, ça t'a convaincu. Ouais. En plus, il y a la musique de François Hardy. Ouais. Et puis même la BO, elle est très bien. Et enfin, il y a beaucoup de musiques classiques qui sont pas forcément composées pour le film. Ouais. Genre le début. Ouais, en fait, c'est ça. Il a vraiment un sens du détail. Bon, après... Vraiment, ses musiques, etc. Ouais. Il pense à tout quand il pense à comment il crée son univers. Après, bon, la scène avec la musique de Françoise Hardy, bon, c'est un peu spécial. Est-ce qu'on en parle? Non, mais encore la danse, ça va, mais... Je sais pas, en vrai, ça fait un peu découverte mignon, et tout de l'amour, de la sexualité, mais ils ont un peu 11 ans et demi, quoi. Après, peut-être pour certaines personnes, c'est... Ouais, c'est vrai. Après, il s'inspire de son histoire. Et... C'est ça. Mais ils sont très matures pour des enfants, quoi. Je sais pas, est-ce qu'ils sont si matures? Ouais, ils sont plus matures. En tout cas, ils ont l'impression d'être très matures et très sérieux, mais... Ok. Moi, je vais parler de mon préféré. Sans surprise. Devine. Bah, tu m'as dit, mais je crois que c'est The Grand Budapest Hotel. Non? Ok. Ça, c'est mon préféré parce que c'est celui que j'ai vu le plus de fois et que je l'aime trop. Et que surtout... L'histoire, elle est trop bien. C'est que l'histoire est bien, mais tu veux savoir ce que j'aime trop, genre mon préféré, mais c'est nul, c'est le moment où Monsieur Gustave, il est un peu, c'est la S, tu vois, ils sont perdus et tout, enfin ils sont, bon on les poursuit quoi. Et à un moment, il appelle plein de gars d'hôtels différents, et genre t'as tous les téléphones qui décrochent et tout, genre j'adore cette scène. Mais du coup, oui, le Grand Budapest Hotel, parce que il est trop bien, enfin très beau, etc., l'histoire est trop bien, c'est génial. Mais j'ai vu la famille Tenen machin hier. Et je crois que je l'aime autant que Wes Anderson. Oui, que... Pardon, excusez-moi les auditeurs. Faudra trop qu'on leur trouve un nom de communauté. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, je disais, excusez-moi. On vous oublie un peu. Je disais, j'ai trop aimé la famille Tenenbaum que j'ai vue hier. On dit tu m'as menti? Mais non, mais je t'ai juste teasé. Mais sur les Letterboxd, t'as mis 4 étoiles. Mais c'est trop bien. Pourquoi Grand Budapest Hotel, j'ai mis plus? Bah, pour moi, ça mérite 4,5 quand même. Je sais pas, j'ai pas noté Grand Budapest Hotel. J'ai mis 4, mais ouais, je suis d'accord. 4 avec un cœur, quoi. C'est juste, j'ai mis ça hier soir, mes notes elles changent. Mais je crois que j'ai mis un cœur, oui, j'ai mis un cœur en mode j'ai adoré. C'est juste que je me suis dit, peut-être il y a des gens qui vont me juger si je mets 4 et demi. Mais du coup, oui, j'ai trop aimé ce film, et parce que, bah déjà, en fait, j'ai adoré, parce que là, dans ce film, il y a plein de personnages, mais ils sont tous principaux. Donc déjà, t'as plein de... Et t'as vraiment des... Souvent, en vrai, on peut retrouver un peu les mêmes traits de caractère, mais là, ils ont vraiment des caractères différents. En plus, c'est une histoire de famille, et là, pour le coup, t'as vraiment un vrai scénario, une vraie histoire, et genre des vraies évolutions, et vraiment des sujets plein des sujets plus profonds qui sont traités que dans d'autres films. Et d'ailleurs, c'est que son 3e film, du coup, après Rushmore. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que tu vois une évolution? Bah, justement, là, je dirais que... C'est horrible ce que je vais dire, hein, mais... Enfin, l'univers est déjà là, etc. Mais du coup, il y a plus de contenu que dans d'autres... C'est moins sur les artifices. Là, il est un peu... Ouais, j'ai l'impression que là, c'était un peu sa phase ces dernières années. Petite histoire, petite chronique un peu lugubre, etc. Tu vois, petit conte de Roald Dahl. Alors que là, c'était vraiment une histoire de famille, de relations compliquées entre les membres de la famille. Mais oui, et c'est ça, c'est beaucoup la famille. Et comment retrouver ce lien familial? Ouais, c'est vrai. Enfin, avec de l'amitié. Non, mais c'est vrai. Non, mais dans Rushmore, il retrouve un peu ce lien avec l'autre gars adulte. Ouais. Enfin, celui qui est joué par Bill Murray. Ouais. Et c'est une espèce d'amitié qu'il n'a pas dans la famille, c'est ce que je veux dire. Puis au début, c'est un peu sa figure paternelle, parce qu'au début, il renie son père. Et puis justement, quand il grandit... En fait, il a honte de son père, c'est ça. qui est coiffeur. D'ailleurs, Rushmore, en vrai, c'était bien Rushmore. Ouais. Le personnage, je pense que c'est un des plus antipathiques, en vrai. Je sais pas, moi, au début, j'ai mis du temps à me dire, il est sympa quand même. Avec ses lunettes, là. Enfin, tu sais qu'il te fait un peu pitié et tout, mais il... Enfin, je sais pas, c'est un peu un ado crasseux qui est un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, je suis trop vieille pour toi. Et en même temps, elle est un peu... Après, c'est que, en fait, on peut pas nous faire avaler que le gars, il a 14 ans. Oui. Je vois qu'il a 25 ans. Je suis désolée. Enfin,
Et surtout quand à côté, le gars qui a 12 ans, donc qui est censé avoir que 2 ans de moins que lui, il a vraiment 12 ans. Enfin, ça va pas du tout. Je suis désolée. Mais j'ai adoré le personnage du... Il s'appelle Dirks, j'ai noté. J'ai adoré le personnage, le petit là, qui est son... Ah oui, Dirk. Son vrai ami. Qui a eu du mal parce qu'il s'est fait trahir, parce qu'il a le personnage principal qui est joué par... en fait, j'arrive jamais à dire le nom de l'acteur. Ouais. Jason Schwartzman. Bref, c'est pas comme ça qu'on dit, mais en tout cas, il se fait trahir parce qu'il a un peu insulté sa mère au petit. Ouais. Et enfin, il y a ce truc de trahison et puis de pardon oui, qui est bien fait dans le film. Non, c'est vrai. Enfin, c'est ce qui m'a plus touché que cette histoire d'amour un peu bizarre. Ouais. Bah, est-ce que c'est une histoire d'amour ? C'est plutôt une histoire d'obsession que tu peux avoir quand t'es ado. Un peu étrange. D'ailleurs, cette histoire n'en finit pas. Hein. Il est fort parce que moi, il y a plein de fois où ça recommence et ça recommence. Et je me disais, mais c'est quand qu'on termine ? Enfin, c'est bon, il a compris. C'est une prof, il a 14 ans. Passe à autre chose, mon gars. Ouais. C'est tout un truc de rythme et de... Enfin, je sais que parfois, c'est un peu... La vie aquatique, j'en avais un peu marre à la fin. Je sais pas comment dire. Enfin, il avait fait les vannes. Enfin, ça revient et c'est un peu redondant. Non, genre, si tu voyais tous les films d'un coup de Wes Anderson, t'en aurais un peu marre. Je sais pas, ah ouais ? Non ? Mais moi, justement, là, j'avais peur parce que du coup, on s'en est tapé plein cette semaine pour le podcast. Mais du coup, j'avais peur qu'au bout d'un moment, ça m'énerve un peu. Enfin, que je m'ennuie. Mais en fait, non, j'ai trop aimé à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, non, quand j'y pense, non. Je trouve pas que ça soit si redondant. Mais je trouve que des fois, il y a un peu des temps morts dans ces films. Où tu t'ennuies un peu, mais ça repart. Donc, moi, ça me dérange pas forcément. Ouais. Enfin, L'île aux chiens, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas de temps mort. Et j'ai beaucoup aimé. Enfin, genre, il y a vraiment... Tu sais, quand les chiens, ils vont sur la terre, genre, ils construisent des bateaux et tout, ça me fait trop rire. Enfin, il y a les tambours qui tapent et tout. Et c'est vrai. Enfin, il y a une espèce de révolution. J'adore les films où il y a des espèces de révolutions. Oui, en plus, c'est révolution étudiante et tout. Non, mais c'est vrai. Très la vibe. Se révolter contre ce monde un peu... Un peu de fou, finalement, en fait. Ouais. Un peu trop cadré. Mais moi, je traduis, tu sais, à chaque fois, il y a des travelling. Ouais. Mais des travelling genre super carrés. C'est en mode, à chaque fois, on n'a pas accès. Hein, il veut nous montrer un peu tout. Je sais pas comment dire. Tu sais, on est bloqué dans une boîte. Et il est en mode, non mais viens. Ah, il veut nous ouvrir... Ouais. Et puis, après, parfois, ça continue encore le travelling, tu vois. Genre, il nous montre un peu tout ce qui est possible, quoi. Qu'il n'y a pas que cette boîte. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je traduis ça comme ça. Ouais, non, c'est vrai, carrément, on traverse les murs des fois et tout. Quelle analyse pertinente. Et puis les couleurs. Est-ce qu'on n'a pas parlé des couleurs ? On n'a pas parlé des couleurs. Alors que ça doit être un des trucs que je préfère. Oui, parce que t'avais dit les esthétismes au début et je t'ai coupé. Non, vas-y, les couleurs. Pas très belle couleur, quoi. Très belle police d'écriture, très belle couleur de titre. Mais moi, je suis fan. Vraiment, je suis trop fan. Tous ces petits trucs graphiques, tous ces petits détails, les personnages qui annotent des choses dans les livres. Les lettres que s'envoient dans Moonrise Kingdom, les deux enfants, enfin, je trouve que c'est trop drôle. Genre. Oui, c'est trop mignon. Dire Sam, yes. Dire Suzy, ok. Je vais juste réinsister sur la famille Tenenbaum. Je trouve que si vous avez jamais vu un film de Wes Anderson, regardez-le. Ah mince, mais du coup j'ai trop envie de le voir. Je te jure, il est trop bien. M'attaque et pas injustice, parce que c'est vrai, je sais pas si je te spoil ou pas. Bouge-toi les oreilles, Pierre, je le dis au podcast. Ok, je bouge les oreilles. Attention, c'est un spoil. Tu m'entends pas quand je parle là. Bon. Au pire, c'est son problème. Il y a un peu une relation étrange au bord de l'inceste dans le... J'entends tout, mais quoi ? Dans le film. Ok. Je peux ouvrir mes oreilles ? Moi, du coup, j'ai adoré... Mais t'as entendu ce que j'ai dit ? Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont il traite cette relation. Enfin, parce que c'est pas... Non, mais c'est pas justement trop malsain et tout, et les personnages ont conscience de ça. Enfin, c'est un peu bizarre, mais du coup, ça fait partie... C'est décalé, quoi. Ouais. Tu vois ? C'est toujours décalé, quoi. Et c'est très bizarre, parce que c'est une histoire de famille, et du coup, ils rajoutent encore une histoire d'amour dans ces histoires de famille, alors que de base, ça va pas ensemble, quoi, mais... Bah ouais, c'est ça. Hein. Là, j'ai hypé ta curiosité, je pense. Bah ouais. Est-ce qu'il y a un autre truc dont t'aimerais parler ? Une petite analyse que t'as fait, ou un petit truc que tu voulais nous dire ? Ou je peux passer à ma chronique ? Aïe, passe à ta chronique. Je passe à ma chronique ? Et je ferai ma chronique juste après. Ok.
Donc moi, pour cette édition, j'ai eu la chronique... Ça se trouve, elle va être nulle, ma chronique. J'ai eu la chronique de Patates Aigres. Et oui, on dit qu'il y a des petites chroniques comme ça. Et en fait, alors peut-être que... En fait, j'ai une anecdote et une chronique. On s'en fout. Mais en tout cas, on vous dit par contre pour le time watch, le watch time, pardon, qu'il y a un petit jeu quand même à la fin. Ah oui, il y a un petit jeu à la fin. Et le jeu que j'ai fait, les gars, on devrait le rajouter au début parce qu'il est super. Okay. Je l'ai fait hier soir après à 23h, donc peut-être que je le trouve moins super maintenant. Mais du coup, ma chronique, je voulais parler quand même que je... Oula, ça ne veut rien dire ça. Est-ce que vous me tuez si je dis « il faut sachez que ». Ah non. Ok, je dis pas ça. Il faut savoir que Wes Anderson a donc beaucoup d'inspiration, notamment, je trouve, le grand Jacques Tati. Que tu avais déjà évoqué. Que j'ai déjà évoqué, parce que si je parle pas de lui, je meurs. Oui, donc moi je trouve qu'on retrouve beaucoup l'influence de Jacques Tati dans les films de Wes Anderson, donc je voulais en parler un petit peu. Donc par exemple, j'en ai parlé dans The French Dispatch, le plan sur la maison, c'est vraiment le même plan que dans Mon Oncle. Et Jacques Tati, si on peut remettre un peu de contexte... Ah oui, il faudrait peut-être expliquer qui c'est. Parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas qui c'est. Donc c'est un cinéaste français qui doit être dans les années 40, 50 je pense, 60. Donc ses premiers films sont en noir et blanc et ensuite il passe à la couleur. Il faut savoir qu'il joue dans ses propres films, donc il joue son personnage de Monsieur Hulot. Avec une petite pipe. C'est ça exactement, il y a un petit chapeau qui en fait il est un peu, vous voyez, il vit le passage du muet au parlant. Donc il vit un peu ce passage des stars de la pantomime, un peu comme Chaplin, etc. Où c'était très expression avec des gestes, le visage, etc. Du coup au parlant où c'est plus trop le cas. Donc voilà, donc il fait des comédies. Sa particularité c'est que du coup c'est très visuel. C'est presque des films muets des fois. Les gags sont toujours dans la mise en scène, ça joue avec la profondeur de champ, enfin plein de trucs. Et il utilise beaucoup le son, mais plutôt dans les bruitages, etc. Genre par exemple dans le trafic, les personnages ils parlent presque pas, mais il y a tout le temps des bruits de partout, enfin vraiment voilà. Et en plus, je trouve que comme Wes Anderson, des fois plus tu regardes ces films à Jacques Tati, plus tu les aimes. Genre limite la première fois tu t'ennuies plus, parce que t'as pas vu tous les trucs, et une fois que t'as l'histoire, du coup t'es plus attentif à tous les détails, et tu t'en fiches un peu plus de capter l'histoire, voilà. Donc ça c'était la petite introduction sur Jacques Tati, j'espère que j'étais... Non mais c'était clair. C'était clair. Oui, et puis vraiment des fois il y a des plans copier-coller, je vous jure. Genre des fois il y a des plans, je sais plus dans quel film, il y a un plan juste de Wes Anderson filme une échelle, et il suit l'échelle en travelling. Je sais plus quel film c'est, ça se trouve mon info est fausse. Mais il y a la même dans un des films de Jacques Tati. Et je me disais dans... De toute façon, il a lui-même dit. Hein. Oui. Et tu vois, dans L'île aux chiens, il y a un sifflement qui revient tout le temps. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Un sifflement. Il y a toujours un petit sifflement. Ouais. Non ? Bah ça me faisait penser au sifflement de trafic. Mais peut-être c'est une fausse analyse. Je me suis peut-être un peu... Non, mais c'est peut-être. Parce que comme on l'a dit, le cinéma français, ça l'a beaucoup inspiré. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, dans Jacques Tati, il y a vraiment la vibe bien française et... Et voilà, et c'est très drôle en plus, donc si vous connaissez pas, même s'il est assez connu je pense, regardez ces films. C'est lequel que tu nous conseilles de Jacques Tati? Pour commencer quoi. En vrai, Mon Oncle est très bien, mais moi j'aime un peu moins l'esthétique, parce que ça se passe dans une maison futuriste, donc c'est très carré un peu, tu vois. Mais moi mon préféré, après sachant que j'ai pas tous vu... mais du coup, mon préféré, c'est Trafic. Parce qu'il est en couleur et j'adore la fin de Trafic. Et c'est très drôle. Et la fin avec la musique et tout, c'est trop bien. Faut que tu regardes. Donc voilà, c'était ma petite chronique de Patates Aigres sur Jacques Tati. Et je pense que Wes Anderson s'en est inspiré. Voilà, je sais pas si c'était comment. Inspiré aussi beaucoup des cinéastes de la nouvelle vague, si je puis dire. Parce que, non, mais il y a cette idée de... Enfin, je pensais à Moonrise Kingdom, tu vois, où il y a la fugue. Alors... Attention. Non, mais dans les 4-5 coups, je pense à Truffaut. Il utilise les cours, là. Non, mais dans les 4-5 coups, je pense à Truffaut. Genre, c'est un enfant qui fugue et il y a cette idée de découvrir un peu le monde des adultes. Enfin, ça revient un peu souvent, le filmer des jeunes, tu vois. Ouais. Après, François Truffaut, c'est un peu plus dark, quand même. Oui, bien sûr, mais cette idée de fugue... Ouais. Après, en vrai, le personnage de Sam, il est quand même... Parce qu'en vrai, chose à dire, je trouve que Wes Anderson, en vrai, non, c'est... J'ai l'impression que soit il filme... En fait, il n'y a pas de demi-mesure. Soit il filme des personnages ultra riches, ultra privilégiés, soit il filme vraiment des gens, enfin, les pauvres, quoi. Genre, le gars, il est orphelin, etc., tu vois. Enfin... Mais ils n'ont pas de chance, souvent, les personnages.
Ouais, c'est vrai que même s'ils sont ultra riches, ils sont... Genre la famille Tenenbaum, ils sont tous ultra riches, mais en fait, ils sont tous ultra malheureux. Enfin... Mais du coup, tu voulais dire quoi avant que je dise ça? Je ne sais plus. Bah, je disais juste que c'était beaucoup inspiré du cinéma. Ah oui, et puis pour revenir aussi aux des personnages un peu anti-héros, en mode un peu rejetés. Oui. Comme le chien noir, enfin le chien dans l'île aux chiens, je sais plus trop son nom. Mais c'est le chien qui est un peu hors de la meute. Chief? Ouais. Ah, le personnage principal? Qui est un peu le chien d'égout que personne veut. Et lui, Wes Anderson, il aime bien ces personnages un peu... Enfin, il les ramène... Oui, c'est vrai. C'est l'heure de sa chronique. Ouais, on a parlé... Non, mais on a parlé d'images avec Jacques Tati. Parlons maintenant de musique. Aïe. On est fort, hein. Ouais. Non, mais par contre, c'est gênant de s'auto-complimenter. Non, mais la musique... La musique chez Wes Anderson, du coup. Oui, la musique chez Wes... Non, la musique en général. La musique de chez Wes Anderson. Donc, à partir du coup de Fantastic Mr. Fox, il prend un compositeur un peu attitré où il va tout le temps refaire les films avec lui. Donc, c'est Alexandre Desplat. Ah ouais, ok. Ouais, Alexandre Desplat, compositeur français. Donc, qui a fait notamment la BO des 2 derniers films d'Harry Potter, The Imitation Game et tout ça. Ok. Enfin, c'est un grand, il a 2 Oscars et tout à son actif. Enfin, c'est un grand compositeur, quoi. Et donc, il va commencer avec Fantastic Mr. Fox, puis il va l'accompagner sur Grand Budapest Hotel, etc. Enfin, ils ont une petite relation en mode... Enfin, je trouve que c'est intéressant parce qu'à chaque fois, la musique, c'est assez répétitif, tu vois, et c'est des instruments précis. Et dans Fantastic Mr. Fox, il y a un banjo, je crois, qui revient pratiquement tout le temps, et genre très peu d'instruments, tu vois. C'est des instruments précis, tu veux dire chaque épisode a son instrument... Enfin, chaque épisode, chaque film a son instrument. Genre, pas vraiment son instrument, mais comment dire... Il essaie de minimiser les instruments un peu comme... ça fait partie de l'univers. Comme il choisit la palette de couleurs spécifique au film, il va choisir la palette d'instruments un peu. Ouais, exactement. Genre, pour The French Dispatch, il va prendre du clavecin, de la flûte à bec, des trucs qui sont pas forcément utilisés de nos jours. Et il va un peu le remixer pour que ce soit un peu inattendu, comme les films de Wes Anderson, tu vois. Enfin, qu'on n'ait pas trop entendu cette sonorité. Et pour composer, il va jamais lire le scénario. Et il va uniquement regarder les images. Celui qui écrit du coup la musique. Celui qui compose la musique. Et il va jamais lire le scénario, il sait jamais ce qui se passe. C'est Wes Anderson, il lui envoie les images du film. Et par les images, il va imaginer la musique. Tu vois. J'aime bien cette info. Donc c'est intéressant, enfin, c'est un petit processus de création et maintenant ils se connaissent et tout. Donc vraiment, il crée la musique que visuellement, pas comparé. Ouais, c'est ça. Ok, c'est marrant. Et c'est comme c'est des musiques un peu répétitives. Comme les films de Wes Anderson aussi se reposent un peu sur le rythme, tu sais, les espèces de zoom un peu extrêmes, les panoramiques, les trucs comme ça, donc ça se rejoint aussi. Et aussi, il y a une musique un peu, enfin pas rigolote, mais tu vois, dans Moonrise Kingdom, c'est, je sais pas, ils se baladent, enfin c'est des petites musiques légères, un peu poétiques comme ça, et qui est un petit peu humoristique, enfin, je sais pas comment dire, on dirait pas que c'est de la grande musique classique, tu vois. Oui, non, c'est un... je suis d'accord. Comme dans le Grand Budapest, ça sautille un peu, je trouve. C'est ça. Ça sautille, c'est un peu poétique, un peu humour, comme s'ils se prenaient pas trop au sérieux, quoi. Ils ont collaboré du coup sur... Maintenant, ils vont collaborer sur tous leurs films. Enfin, ils se sont bien trouvés, je trouve, parce que... je trouve que la musique, et certains films, la musique originale du film, elle est décevante comparée aux musiques qu'ils utilisent, tu vois, de l'extérieur, enfin, dont ils payent les droits, alors que là, non, la musique est jamais décevante. Enfin, que ça soit la musique... Et ça se marie bien avec les moments chantés. Enfin, des musiques qui existent déjà. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Mais... Et d'ailleurs, petite info, mais dans Moonrise Kingdom, du coup, au tout début du film, il y a Benjamin Britten, donc c'est un compositeur anglais, qui a fait un morceau de musique où il décompose chaque instrument. Donc il dit, là, c'est les violoncelles, tu sais, au tout début. Et la fille, elle écoute. Et puis, du coup, à la fin de Moonrise Kingdom, dans le générique, si vous écoutez le générique jusqu'au bout, eh bien il va faire ça, et c'est le petit enfant du film qui va décomposer les instruments de Alexandre Desplat, du coup en l'hommage, une espèce d'hommage, il va dire piccolo, flûte, et du coup on a mais j'avais pas compris quand tu m'avais dit ça. En fait, il décompose, il redit pas la même chose qui a été dit dans le film, il le dit de la même manière, mais pour la musique, un hommage, c'est ça, du film. Et du coup il dit piccolo et tout ça, et du coup c'est enfin il aime bien mettre en valeur aussi les gens qui ont travaillé, tu vois, ça se voit. Enfin, ça se voit aussi dans l'expo. Oui, ça c'est vrai. Le cinéma est un art collectif. Non mais c'est vrai. C'est souvent les génériques qui sont bien... non c'est vrai. Ils mettent bien en valeur les gens. C'est tout à fait vrai.
Bah, merci pour cette chronique, Martin. Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter? Non. Elle était très bien. Non, mais... J'enchaîne avec mon anecdote, puis on va faire le jeu et on va finir. Aïe. Anecdote time. Je veux dire si c'est vrai ou faux ou... Non, là, c'est anecdote, okay. c'est pas le jeu. Mon anecdote, c'est très rapide. C'est très très rapide. C'était juste que on parle de l'expo Wes Anderson. Si jamais vous n'êtes pas de Paris, voilà, que vous venez vous prenez le train vers Lyon, etc. Mais comment tu parles? J'ai tenté de prendre un accent savoyard, c'est fou. Ah, d'accord. Donc je voulais dire qu'en fait, au si Lyon... vous êtes Belgique. Au Lyon, n'importe quoi. À Lyon, donc la ville... c'est quoi, Lyon? La ville des Lumières? Pas du tout. Si. C'est ça? La ville... À Lyon, donc, il y a un musée qui s'appelle le Musée du cinéma et de la miniature. Je vais le redire. J'aime beaucoup ce Il y aura un petit cut au montage. Je disais, il y a un musée qui s'appelle le Musée du cinéma et de la miniature. Et dans ce musée-là, vous pouvez retrouver une collection, du coup, d'objets de décor de Wes Anderson. Non. Donc en fait, on voit, tu vois, la maquette où il y a la maison dans Mr. Fox, où il y a les plus petites figurines. Ils se disaient, parce qu'ils en ont fait plusieurs exemplaires, donc le musée de Lyon, il en a un. Okay. T'as aussi des décors de Asteroid City en petit, parce qu'en fait, pour les grands travelling, ils ont pas vraiment filmé, ils ont juste reconstruit le décor. Oui, il adore les maquettes. Petit. Les trucs manuels. C'est ça, et puis il y a une figurine de Mr. Fox. Et Edward Norton. ça n'a rien à voir avec Wes Anderson, mais il y a l'overboard de Retour vers le futur qui est dans ce musée. Donc allez-y, et puis il y a plein de miniatures, donc voilà. Après, je me souviens plus du prix, j'avoue que je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Mais c'était mon anecdote. Peut-être pour les étudiants, c'est gratuit. Je crois qu'il y avait un prix étudiant, mais je me souviens plus. Bref. Ok, super. Je propose qu'on passe au jeu maintenant et qu'on conclue. Ok, j'ai hâte. Donc, le jeu, c'est tout simplement un truc ultra original puisque c'est 2 mensonges et 2 vérités. Donc, je vais devoir dire à Martin 2 mensonges et 2 vérités. Tu sais mentir, toi? Ça, je sais pas. Et du coup, il va devoir deviner si c'est un mensonge ou une vérité. Première, alors je vais toutes te les dire et ensuite tu me diras lesquelles tu penses sont les fausses et lesquelles tu penses sont les vraies. Donc 2 vraies, 2 fausses. La première, c'est que Wes Anderson apparaît dans The Royal Tenenbaums. Enfin, en gros, la famille Tenenbaums. Ah, ok. Première anecdote. Dans son propre film. C'est possible. C'est ça, oui. La deuxième anecdote, c'est le chaton dans Moonrise Kingdom s'est perdu pendant le tournage et il a été remplacé par un autre chat. What the fuck. Mais en plus, le chaton qu'elle transporte, mais c'est possible. Le chaton qu'elle transporte, le chaton du tournage. Enfin... Pourquoi t'arrives? On sait que c'est pas ça. Vas-y, continue. Non, j'ai juste juré parce que c'est drôle. Troisième anecdote, au total, 11 de ces personnages ont un nom ou prénom qui commence par un Z. Et la quatrième anecdote, la musique dans la vie aquatique est le thème musical du film La famille Tenenbaum, mais à l'envers. Mais ça t'aurait pas inventé, je suis désolée. Je sais pas. Mais après, bon... À ton avis, quelles sont les 2 vraies et quelles sont les 2 fausses? C'est compliqué. Alors, les Z, c'est très probable. Parce que Zizou... Il y a tellement de personnages, je me dis. Non? Je sais pas. Je dirais rien. Franchement, dis là, on... Quoi? Balance. Balance? Non. De quoi balance de film, c'est-à-dire? Non, mais balance ce que tu penses. Les gens, ils s'en foutent de... Ah non, c'est pas réfléchir 10 minutes. Pardon. Du coup, le A, je pense... Il apparaît dans la famille Tenenbaum. Je pense que t'avais plus d'idées et t'as mis ça. Donc je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Je pense que le chat c'est vraiment perdu. Et non. Donc le chat c'est vrai? Oui, le chat c'est vrai. Et les Z c'est vrai. Les Z c'est vrai. J'ai tout faux. Et du coup, la musique de la vie aquatique, qui est le thème musical du film La famille royale retournée, c'est... Non, je pense pas parce que moi j'ai beaucoup aimé la musique de la vie aquatique et... Ok. Je pense pas que ce soit retourné. Et bah t'as tout faux. Ce que t'as dit que c'était vrai, c'était faux. Et ce que t'as dit que c'était faux, c'était vrai. C'était c'est le meilleur scénario. Donc, alors, après j'ai dit, pour que ça soit plus simple, la musique dans la vie aquatique et le thème musical du film La famille Tenenbaum, mais à l'envers, c'est un peu vrai, mais un peu faux, parce que c'est qu'une partie. Enfin, c'est pas le thème principal de okay. Et j'ai pas précisé d'ailleurs. Okay. C'est le thème principal de Royal Tenenbaums. Et quand, tu sais, Zissou, il fait un tour de son bateau, et bah il y a cette musique là mais inversée. Ok, mais je pouvais pas savoir. C'est super drôle. Ensuite, il apparaît bien dans la famille Tenenbaum. Ouais, probable. Il apparaît aussi apparemment dans Bottle Rockets. Battle Rockets. Bottle.
Et en fait, il apparaît un court moment. Il y a un moment où on voit le match de tennis d'un des personnages à la télé et il joue il fait la voix d'un des présentateurs apparemment. Voilà. Je suis pas allée vérifier parce que je sais pas c'est quoi sa voix. Et je crois qu'il fait une voix dans Fantastic Mr. Fox. Ah ouais, aussi. Ouais. Ah, ça, j'avais pas l'info. Et du coup, le chaton dans Moonrise Kingdom ne s'est pas perdu. Enfin, je crois pas. Mais ça, c'est moi qui ai inventé. Je me suis dit, il est tellement trash. Et après, j'avoue que en fait, j'ai balancé le chiffre 11 au pif, mais je sais pas combien il y a de ces personnages qui ont un nom, prénom qui commence par Z. C'est vrai. Donc, si ça se trouve, c'est vrai, mais ça m'étonnerait. Parce que en fait, j'ai pas trouvé de liste où il donnait tous les noms de ces personnages. J'aurais bien aimé trouver. Mais c'est vrai qu'il a quand même un délire avec la lettre Z parce qu'il y a plein de pays et tout qui s'appellent par Z, de personnages, alors que c'est une lettre que personne n'utilise. Je suis désolée. Et du coup, j'ai cherché. C'est la belette dans Fantastic Mr. Fox, c'est sa voix. Ah, il joue, ok. Trop bien. Bah voilà, donc il aime bien un peu comme Hitchcock finalement. N'importe quoi. Bah, Hitchcock, il apparaît dans ses films. Bah, il apparaît dans chacun de ses films, il apparaît au moins une fois. Il me fait peur ce gars. il se cache, des fois il descend du bus. Dans Fenêtre sur cour, il y a un moment où le pianiste, tu vois, qui habite en face, il reçoit un invité, il joue cet invité. Mais en fait, je pense qu'il fait exprès pour les anecdotes. Ah, mais il aime bien, il est en mode easter egg. Voilà, est-ce que t'as quelque chose à rajouter avant qu'on raccroche la ligne? Pas forcément, enfin, je sais pas. Ouais. Pour conclure, je dirais que. Bah, je vais conclure alors. Pas conclure. Moi je dirais on vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Oui. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le podcast ou Wes Anderson en général. On aime bien lire vos petits avis. N'hésitez pas à suivre Martin sur Letterboxd. Est-ce que tu veux donner ton Letterboxd? On mettra tout en description. Mais mon Letterboxd c'est Master Yoda 17. Ok, Master Yoda 17. Avec un M majuscule et un Y majuscule. Ok, super. Pas non, je ne chercherai pas le nom du... Ça veut dire Maître Yoda en une référence évidente. Voilà, du coup, on mettra ça en description. Si vous nous avez écoutés jusqu'ici, ce qui m'étonnerait. Là, on vous applaudit et on vous offre un cadeau. Il y a un cadeau, tu sais. Comme ça, on verra qui nous a écoutés jusqu'ici. Moi, je proposais juste qu'ils mettent un emoji dans les commentaires. J'aime bien en fait ça, c'est très YouTube 2015 et personne va le faire, mais mettez un emoji mouton. Je sais que Emily va le faire en vrai. On trouvera une autre plus tard. Au revoir. Non mais c'était nécessaire pour un peu poser les bases du podcast. Oui. Et puis on vous remercie beaucoup. Et vraiment si vous nous écoutez, oui, que vous soyez nos amis ou non, on vous remercie énormément. Ouais. Imagine vous êtes des inconnus comme ça. Coup de cœur. Franchement, coup de cœur sur vous. Et oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la couverture du podcast. Des retours, on accepte les critiques bien évidemment. Enfin, les critiques positives. Que constructives les critiques. Oui, parce que s'il dit ta voix elle est pas belle, c'est bon, je veux pas changer. Oh, vous êtes moche en fait alors qu'on ne voit pas, c'est bon quoi. Sur ce, c'est quoi la fin? Chin chin? Non, je pense qu'on va dire... Je pense qu'on va juste vous dire au revoir, prenez soin de vous et regardez des films où ça fait trop prétentieux. Regardez des films et surtout regardez des bons films. Allez, je vais lâcher, je vais te couper là-dessus. On devait dire nos recos du moment. Ah merde! Non mais c'est pas grave, c'était tellement long. Je me suis dit à la fin on aurait dû. Ah ouais! Est-ce qu'on peut le faire là juste pour nous? Comme ça on se souviendra la prochaine fois. Reco du moment, c'est quoi ta reco du moment? Ma reco du moment? Ouais. Ben, en ce moment, je me refais un peu à la filmographie de Bong Joon-ho, réalisateur coréen. Du coup, t'en parleras plus au prochain podcast en vrai. Oui. Okay. Mais ma petite recommandation du jour, c'est Mickey 17 qui est encore au cinéma. Et il faut aller le voir parce que j'ai vu qu'il bidait un peu au box-office. Ah merde! Alors que c'est un très bon film. Il faut encourager les films un peu nouveaux et pas les suites comme Vaiana 2 par exemple. C'est le gars qui juge. Et du coup, j'avais regardé son ancien film The Host, qui est un mélange entre horreur, comédie, science-fiction, enfin tout ce qu'il aime quoi. Et du coup je recommande fortement, vous passerez forcément un bon moment. Ma recommandation du moment, du coup à moi c'est Brave 2 de Kian Kojandi et Navo. Voilà, j'étais une fan de Bref 1, j'avais adoré ce format court tout simplement. Et là ils sont revenus incroyable. Avec un banger.
Ah, ils sont revenus avec un banger. Franchement, moi je me suis dit... Déjà, moi j'étais comme une folle quand j'ai vu les affiches dans le métro parce que j'ai capté direct et je le faisais savoir à tout le monde. Je disais, c'est Bref 2, j'ai deviné avant tout le monde, je suis trop forte. Tout le monde avait compris. Et du coup, j'avais vraiment peur qu'on soit un peu déçus, surtout que c'est produit par Disney+. Et en fait... Bah, limite, c'est mieux. Hein. Je dirais pas c'est mieux, mais c'est juste que du coup, c'est plus actuel, tu vois. Même si je trouve que les autres ont pas mal vieilli, mais là, j'ai tout simplement trop aimé, comme on dit dans le milieu. Et puis même parfois, Disney, ils font des trucs bien. Ah ouais, c'était génial. Mais en fait, ça se voit qu'ils ont pris du temps à l'écrire. Il y a du budget, je crois. Ouais, en plus, il y a du budget. Et en vrai, c'est cool parce qu'ils ont gardé les mêmes acteurs, même s'ils ont rajouté du coup des youtubeurs, etc. Mais je regarderai peut-être avec ma soeur. Et je trouve ça cool. Après, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le film parle de trucs. Là, le gars a 40 ans et c'est un peu des trucs que moi je suis en train de vivre en ce moment. Enfin, pas tout, tu vois, mais certains trucs. Du coup, je me dis quand même, on n'a pas les mêmes générations, tu vois. Je pense à des trucs auxquels on est confronté plus vite ou des réalisations qu'on fait plus vite. Bon, après, tu verras à 40 ans. Peut-être que je suis une pétasse et ouais. Peut-être qu'à 40 ans, je serai toujours bloquée sur les mêmes trucs en fait. Bloquée. Putain, on est trop fort. Bah, je crois là, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Allez, bisous.